Bonjour à tous. 9 Français sur 10 ont déjà été confrontés à une situation de malveillance informatique. L'augmentation des atteintes aux biens des personnes et aux biens physiques et aux moyens financiers pousse l'État à renforcer son action d'aide aux victimes. C'est le sens d'un nouveau numéro d'urgence, le 17 Cyber dont on va parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler de tous ces sujets dans notre grand rendez-vous cyber aujourd'hui dans Smart Tech. On fera le point aussi sur le renforcement des mesures de sécurité dans le secteur de la banque, de la finance, sur les attaques aussi aux États-Unis qui ont bousculé, chahuté les télécoms, entre autres sujets. Et puis en fin d'édition, on fera un point sur l'actualité des cryptos. On parlera notamment du bilan 2024. On portera notre regard aussi sur ce qui va se passer en 2025. Mais d'abord, 3 questions sur la carte biométrique concurrente ou remplaçante bientôt des mots de passe. C'est tout de suite dans Smart Tech. On a tous une grosse fatigue avec les mots de passe, évidemment. Alors, bien sûr, il existe plusieurs moyens aujourd'hui de s'identifier. Je vais vous proposer de découvrir celui d'une start-up française qui développe des solutions de sécurisation des identités et des accès sans mot de passe. Bonjour Gaëlle Müller. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Valmido. Vous, votre remède contre les mots de passe, en fait, c'est une carte biométrique. C'est une carte à puce. Voilà, c'est une carte à puce biométrique qui est liée à son utilisateur et qui certifie son identité. Donc, elle est fondée sur un protocole qui s'appelle FIDO2. Sans rentrer dans la technique, c'est un protocole qui est largement utilisé par Google, Microsoft, enfin, il y a plein de services qui l'utilisent déjà. Donc, elle est déjà utilisable, notre carte, comme logon sur tous ces services. Mais une carte, ça ne peut pas remplacer le mot de passe partout dans tous les usages et les services. Dans tous les usages qui sont compatibles avec FIDO2. Donc, vous pouvez faire votre logon Windows, vous pouvez faire votre logon sur votre ordinateur, vous pouvez faire votre logon, vous pouvez sécuriser votre compte Gmail. Et puis, en fait, FIDO, c'est un standard, donc on n'a pas à évangéliser le marché. Je veux dire que Microsoft, Google, Amazon, tout le monde le fait déjà. Il y a une alliance qui est très vaste. Et donc l'idée justement, c'est de capitaliser là-dessus pour pouvoir utiliser cet objet. Donc cet objet certifie complètement son utilisateur, ce qui fait que non seulement... Comment ça fonctionne? Quand vous dites par exemple, je peux m'identifier sur mon compte mail grâce à cette carte, très concrètement, comment je fais? C'est une clé de sécurité. Donc, vous vous connectez à votre compte Gmail, par exemple. Vous dites, je veux utiliser une clé de sécurité. Gmail vous donne un petit mode d'emploi et vous suivez le mode d'emploi. Et ensuite, pour vous connecter à Gmail, vous n'utilisez plus de mot de passe. Vous mettez le doigt enregistré sur le petit écran, là, hop, et ça vous dit, vous êtes connecté. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme... oui, voilà. C'est ça, je voulais nous expliquer les technologies derrière. Donc ça fonctionne en Bluetooth avec mon ordinateur ou mon smartphone. Voilà, votre identité est stockée là-dessus. Elle ne va pas dans un cloud, donc c'est RGPD by design, vous voyez. Elle ne va pas dans un cloud. Vous avez votre identité dans votre poche. Vous l'appariez à votre ordinateur. D'autre part, quand vous recevez la carte, vous devez faire ce qu'on appelle un enrollment, c'est-à-dire dire que c'est vous qui possédez la carte. Donc, il y a une petite procédure très simple qui dure 5 minutes à l'enrollment. Vous l'appariez à votre ordi, à votre PC, à n'importe quel device Bluetooth. Et puis ensuite, il faut effectivement dire que vous voulez utiliser la carte sur les services que vous voulez utiliser avec. Donc ça peut être l'authentification sur votre PC. Vous savez, il y a des sociétés qui ont des clés pour que n'importe qui puisse pas utiliser leur PC. Ça remplace cette clé. Vous pouvez donc Gmail, Microsoft bien entendu, mais ça peut être aussi des applications métiers, parce que la particularité de cette carte par rapport à d'autres devices du même genre, c'est que elle est multi-applicative. Donc, on a un SDK, enfin, on a un système qui permet à des développeurs d'applications d'aller développer leur propre application pour faire des connexions, des applications métiers, par exemple, dans les entreprises. Donc, ça peut être un badge d'entreprise de 2e génération, 3e génération, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, de nouvelle génération, on va dire. Et justement, puisqu'on parle de génération, vous en êtes à quel stade aujourd'hui, alors du développement ou du déploiement de cette solution?
Alors aujourd'hui, on commence à la déployer, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un prototype, une première génération, une deuxième génération en toute petite quantité, et on en est à augmenter les quantités. C'est-à-dire que l'équipe de Valmido, c'est pour beaucoup des anciens de Gemalto, beaucoup sauf moi. Et donc, ils savent industrialiser la production de cartes à puce, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, ça ne nous fait pas peur d'avoir à en produire 1000 par jour, 10 000 par jour. Je sais plus, Gemalto, j'ai plus les chiffres, ils le disent tout le temps, les autres. C'est plusieurs millions de cartes par jour. Donc, on sait faire. D'accord, donc là, on en est au stade du passage à l'échelle, c'est ça? Absolument, absolument. Donc, petite échelle pour commencer, et puis grande échelle. On a des ambitions mondiales, en fait. Vous êtes incubé chez Télécom Paris, c'est ça? Alors, on a été incubé chez Télécom Paris parce que l'aventure a commencé en 2021, donc on est en 2024, donc on a dépassé la durée de l'incubation. On a été incubé chez Télécom Paris, donc actuellement on est basé à Paris et voilà quoi. Il y a C'est pas parti, de... l'aventure est partie. Merci beaucoup. L'aventure est partie, voilà. Merci Gaëlle Muller. Je rappelle Et que vous donc, êtes la directrice générale de Valmido. On passe à notre autre sujet, mais on reste dans ces sujets de sécurité puisque c'est le grand rendez-vous cyber dans Smart Tech. Grand rendez-vous cyber aujourd'hui avec Nariman Lavé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en cybersécurité pour la société Filigrane, qui est une des pépites françaises dans la cyber, spécialisée dans le développement de plateformes de cybersécurité. Et puis vous êtes l'autrice d'un rapport qui m'a beaucoup intéressée sur le renforcement de cette cybersécurité dans le secteur financier. À côté de vous, notre expert fidèle, Jérôme Billois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Associé cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet de conseil français en management de transformation Wavestone. Alors j'ai prévu beaucoup de sujets pour vous. Je voulais qu'on commence avec ce beau lancement en fait du 17 Cyber. Alors ce qui m'a permis un peu de me mettre quelques chiffres en tête. En 2023, 278 703 infractions liées au numérique ont été enregistrées par les forces de sécurité intérieure. C'est un chiffre qui est évidemment en constante augmentation, qui touche tout le monde. Alors, par exemple, saviez-vous que 47% des victimes de préjudices financiers en ligne sont âgées de moins de 44 ans? Je trouve que ça permet de remettre un peu les choses dans l'ordre. Quant aux atteintes numériques à la personne, en revanche, c'est quand même plutôt attendu. Elles visent principalement, bien majoritairement, des femmes. Toutes ces statistiques, elles ont rendu quand même l'action publique essentielle au travers de cybermalveillance.gouv.fr et donc qui se renforce cette action avec ce 17 Cyber. Ça va être un nouveau réflexe d'urgence en fait, Jérôme. Tout à fait. C'est un moyen simple d'accéder à un support, à une aide, lorsqu'on est en tant que particulier ou petite structure victime d'un incident cyber. Donc ça, je pense que c'est vraiment... Alors ils disent même une collectivité, une entreprise peut faire appel à ce service. C'est pas vraiment un numéro comme le 17. Oui. Voilà, c'est un service en ligne ouais. Qui permet en fait d'avoir, avec quelques questions simples, finalement une caractérisation de sa situation, de pouvoir trouver des solutions opérationnelles, techniques, mais aussi d'avoir accès à des policiers ou à des gendarmes pour potentiellement pouvoir déposer plainte. Donc c'est vraiment une plateforme qui cette fois-ci intègre et va faciliter justement le support dans ces moments de stress, parce que finalement quand on est victime d'une cyberattaque, qu'elle soit une fraude, que ce soit un vol de données, une mise en cause sur Internet, etc., il y a beaucoup de stress, on ne sait pas trop vers qui se retourner. Et là, c'est bien, il va y avoir un réflexe simple, c'est le 17 Cyber. Ouais, 17 Cyber, donc qui connecte plein de plateformes. Ça peut être même si on n'est pas sûr d'avoir été cyberattaqué, pour savoir si on est face à un danger. Vous avez réagi comment en voyant ce service? Vous êtes dit, c'est vraiment pour les particuliers qui ne savent pas s'en sortir ou c'est vraiment utile? Non, ma réaction, c'est d'avoir beaucoup de fierté quand on puisse mettre ça en place. Surtout à l'ère où on est vraiment aux prémices de l'intelligence artificielle générative qui va générer ces photos, va générer ces vidéos qui seront essentiellement utilisées aussi pour le cyberharcèlement. Et donc, comme vous l'avez dit, plus de 60% des victimes sont des femmes qui sont impactées. Donc oui, superbe initiative qui a été lancée. Question en aparté, est-ce que ça aurait pu être utile à Jean-Noël Barrot? Oh, je suis pas sympa. Mais non, je voulais faire référence au piratage de son smartphone. Donc le ministre des Affaires étrangères, s'est fait pirater son smartphone a priori en cliquant sur un lien sur Telegram. Est-ce qu'on a plus d'informations, Jérôme, là-dessus?
Alors, les informations restent parcellaires et je pense que lui seul détient la vérité de tout ce qui s'est passé. Effectivement, ce qui se dit, c'est qu'il aurait reçu un message frauduleux sur lequel il aurait malencontreusement cliqué. Il faut quand même le dire, ça peut arriver à tous, même à moi récemment. Voilà. Et après, ça aurait donné accès à une partie de son téléphone qui aurait pu être réutilisé pour envoyer des messages à d'autres personnes dans la sphère diplomatique. Et c'est là où peut être le risque, effectivement, c'est que quand c'est des profils de ce type-là qui sont touchés, il y a des conséquences qui peuvent être plus fortes que pour des particuliers. Oui, ça peut être à la fois collecter des données, mais aussi jouer de l'usurpation d'identité. Telegram, c'est un vecteur à risque, principalement aujourd'hui dans la cyber, selon vous ? Ah oui, Telegram, donc c'est là où se retrouve maintenant beaucoup de ce qu'on appelle les marketplaces, donc les marchés où on va finalement vendre les outils, vendre des données, vendre des accès, des identifiants. Donc oui, c'est vraiment devenu une source pour toute la sphère cybercriminelle. Il faut être particulièrement prudent, même si on a l'impression quand même l'application rentre un peu dans le rang, là. L'arrestation à son arrivée en France de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a effectivement changé la posture de la plateforme. On a vu un changement en profondeur dans justement sa coopération avec les services de police, avec la modération des contenus qui étaient très laxiste préalablement et qui là s'est vraiment renforcé. Donc de là à dire que c'est une plateforme maintenant complètement de confiance, non, parce qu'il y a encore beaucoup de flou sur le niveau de sécurité qu'elle procure réellement. On parle beaucoup des messages chiffrés, etc. Mais sur Telegram, c'est beaucoup du marketing et assez peu de preuves finalement de ce réel chiffrement, de cette réelle confidentialité des échanges. Donc voilà, il y a d'autres plateformes certainement à prioriser pour ces usages. Les usages, aussi sensibles et confidentiels que ceux que font les ministres, par exemple. Le problème, c'est que les ministres aussi doivent réagir et interagir avec d'autres personnes qui, eux, peuvent être sur Telegram. Et on sait que dans un certain nombre de pays, Telegram est l'application fortement dominante. Donc, il peut aussi avoir un besoin, un métier, entre guillemets, d'interagir sur Telegram. Voilà, donc, mais c'est complexe dans ces situations-là. Alors, on passe à notre autre sujet, c'est la menace cyber dans le secteur financier. Donc, Nariman, vous avez publié un rapport pour Filigrane sur le sujet. Est-ce que le secteur financier, qu'on imagine quand même hyper au fait des risques cyber, est particulièrement bien protégé? Est-ce qu'il est particulièrement exposé, au contraire? Oui, alors effectivement, le secteur financier, donc là, on est vraiment sur des entreprises qui vont avoir du budget, qui vont pouvoir allouer autant de ressources cyber, donc des équipes cyber, mais aussi s'assurer toutes les couches de protection nécessaires, les outils nécessaires. Qui aussi un secteur qui est extrêmement régulé. On parle de DORA, du RGPD, du SEC aux États-Unis. En contrepartie, c'est aussi un secteur qui, là, selon des chiffres de cette année, on a 50% des entreprises, donc des institutions financières qui ont payé les rançons quand ils sont attaqués par des rançons logiciels. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais. Et ce qui rend en fait ce marché aussi très lucratif. Donc on va vouloir, ça motive les acteurs, les cybercriminels à continuer ce ciblage. 50% qui payent la rançon. Alors, parce qu'on se retrouve face à des situations inextricables, j'imagine, et que on doit aussi faire face à des attaques beaucoup plus perfectionnées, peut-être. Alors, ce chiffre, effectivement, il est très élevé. Je pense dans d'autres secteurs aussi, certainement de très nombreux pays et de très nombreuses zones géographiques. C'est mondial. Voilà. Parce qu'en fait, il faut voir qu'il y a quand même un vrai niveau de différence dans le niveau de sécurité entre les différentes zones géographiques, les différents pays, et en fonction du poids de la régulation. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, on a un régulateur qui maintenant a mis le paquet sur le cyber, qui a des exigences qui sont très fortes, qui amènent à augmenter même le niveau de jeu dans les banques, avec une boucle positive, finalement, d'amélioration. Voilà. Par contre, c'est sûr qu'il y a des plus petits acteurs financiers qui sont moins régulés. Il y a d'autres pays des situations à risque. Et effectivement, une banque, à un moment, si elle perd l'accès à ce qu'on appelle son cœur bancaire, c'est-à-dire là où il y a tous les flux financiers qui passent et où il y a le solde, finalement, de tous les clients. Parce qu'il faut voir que l'argent, aujourd'hui, c'est juste des fichiers sur des serveurs. Ça n'a plus d'existence physique. Donc c'est sûr que si c'est bloqué, si potentiellement on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont et qu'on peut le perdre, à un moment, effectivement, on peut être dans l'extrême solution de payer la rançon. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne encore plus de cybercriminalité. Est-ce que vous constatez que les menaces sont plus sophistiquées?
dans le secteur bancaire? Dans le secteur bancaire, oui, surtout les menaces étatiques, particulièrement nord-coréennes, qui, je le rappelle, la Corée du Nord est un État qui fait des campagnes à but 100% lucratif. Donc là, le but, c'est de financer le régime nord-coréen, financer les programmes nucléaires. Et donc, il se spécialise dans des attaques très sophistiquées de compromission de la chaîne d'approvisionnement. Et donc oui, ces attaques-là sont de plus en plus présentes, de plus en plus sophistiquées et font énormément de mal au secteur. Et alors juste quand on parle d'institutions financières, on pense aux grandes banques classiques, mais est-ce que dedans sont comprises toutes ces sociétés qui se lancent dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs, j'imagine, et est-ce que ce sont elles qui sont particulièrement vulnérables? Tout à fait. Les crypto-monnaies, la finance décentralisée, c'est ça qui va être principalement ciblé dans ce contexte-là. Donc on a besoin de règlements. Parce qu'on attend quand même, on parle de DORA, mais pour l'instant, nous, on ne l'a pas encore mis dans notre loi française. Oui, alors DORA s'applique quand même déjà. La loi française qui va arriver pour finir finalement d'implémenter DORA fait quelques petites modifications. Les banques n'ont pas attendu et là sont vraiment dans le mouvement avec des avancées certaines sur leur résilience pour résister effectivement à des cyberattaques ou à des événements aussi néfastes qui pourraient provenir de multiples sources pour s'assurer de la continuité du service financier parce qu'on en a besoin. C'est clair que tous les jours, on a besoin de pouvoir payer, on a besoin d'argent, on a besoin de recevoir son salaire par exemple, donc il ne faut pas que ça s'arrête. Et puis on parlera du règlement MiCA, mais ce sera après. Je vous propose qu'on s'intéresse à une attaque qui secoue les télécoms aux États-Unis. C'est le FBI qui a identifié des activités malveillantes spécifiques ciblant le secteur des télécoms. C'est assez nouveau, ça, Jérôme? Alors là, on est vraiment sur une escalade d'attaques qui est sans précédent, à mon sens, avec déjà des premières découvertes sur des téléphones des membres de la campagne de Trump et de Harris aux États-Unis qui ont été ciblés. Après, on découvre aussi que la plateforme d'interception légale, c'est-à-dire celle qui permet aux forces de police d'écouter des téléphones aux États-Unis de manière légale, a elle aussi été piégée. Donc on voit jusqu'où ça peut aller. On sait qui est écouté, pourquoi, peut-être même un certain nombre de conversations. Et là, plus on creuse et plus on voit que la compromission, elle est profonde, elle est large. Les autorités américaines, aujourd'hui, disent ne pas savoir quand est-ce qu'elles auront à nouveau confiance dans leur réseau télécom. Parce qu'en fait, c'est pas au niveau du téléphone de l'utilisateur que l'attaque s'est jouée. Elle s'est jouée vraiment sur les opérateurs de télécom. On ne sait pas exactement lesquels. Et oui, c'est ça qui est très fort. C'est qu'on avait l'habitude d'avoir le piratage d'un téléphone, d'une personne, peut-être de dizaines de personnes. Là, c'est vraiment une compromission du réseau télécom, des antennes qu'il faut passer la 4G, ce qu'on appelle des routeurs, qui sont un peu les échangeurs d'informations entre les câbles de fibre optique, etc. Et ces équipements, eux, ils voient passer tout. Absolument tout, et normalement ils sont sous le contrôle des opérateurs. Et là, de manière insidieuse, des attaquants, probablement d'origine chinoise, ont réussi à prendre pied sur ces équipements, à se cacher assez en profondeur, au point même qu'il a évoqué que certains équipements ne peuvent pas être nettoyés, qu'il va falloir même les remplacer, et c'est pour ça que les délais vont être très longs. Et on a donc le gouvernement, enfin l'agence américaine de cybersécurité et de sécurité qui invite chacun à beaucoup de vigilance, du particulier justement au chef d'État. Est-ce que ce type d'attaque pourrait arriver aussi en Europe? Bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, c'est les mêmes équipements, c'est jamais arrivé jusqu'ici. Ah si, il y a déjà eu des attaques en profondeur. Sur les opérateurs chez nous. Oui, et il y a déjà eu ce qu'on appelle du prépositionnement, c'est-à-dire des attaquants qui s'installent et qui se font très discrets pour pouvoir ressortir le jour où ils veulent. Donc ça, c'est connu. Et c'est même connu d'ailleurs que tout le monde le fait. Même les États-Unis, on s'en souvient peut-être maintenant à l'époque de Snowden, avaient écouté Merkel, avaient piégé en profondeur une infrastructure télécom en Belgique. Donc ça fait partie du jeu de l'espionnage cyber classique. Par contre, là, les États-Unis se sont un peu fait piéger, se sont fait un peu surprendre, on a l'impression, dans ce cas-là. Oui. On est également face à un acteur, donc un acteur étatique chinois qui est aussi sophistiqué, qui utilise des techniques aussi qui font qu'il reste finalement sous le radar. Et donc, l'objectif étant la collecte de renseignements. Quand on fait de la collecte de renseignements, ce qu'on veut, c'est, après avoir assuré un accès initial, rester le plus longtemps possible et donc être le plus discret possible dans ces environnements-là, ce qu'ils arrivent plutôt à bien faire. Et on a des outils donc contre ça?
Une fois qu'on a trouvé le premier fil, on tire et on peut remonter effectivement jusqu'à eux. Par contre, la question qui est toujours la plus difficile à résoudre en situation de crise, c'est est-ce qu'on a à nouveau confiance dans nos systèmes? Est-ce qu'on est sûr d'avoir tout nettoyé? Et en fait, la réponse, elle n'est jamais à 100% oui. Il y a toujours une zone d'ombre, les systèmes sont tellement grands, les systèmes sont tellement complexes. Et donc, ce qu'il faut, c'est parer à ça par une augmentation du niveau de détection et finalement regarder vraiment tout ce qui se passe pour voir s'il y a encore des traces, encore des portes dérobées. Mais on est vraiment dans le jeu du chat et de la souris. Et comme c'était évoqué, avec des acteurs très, très puissants et avec des outils finalement développés par eux, c'est des milliers de personnes qui gèrent ces attaques-là. Et j'imagine que là aujourd'hui tout le travail d'enquête qui se fait aujourd'hui aux États-Unis va servir aussi l'Europe. Il y a du partage d'informations sur ce type d'attaque. Oui et non. Alors justement, sur ce cas précis, donc, le groupe, c'est Salt Typhoon. L'enquête est en cours. Donc Microsoft a parlé de cette campagne-là, mais Microsoft n'a pas encore publié les détails techniques de ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. Donc ils n'ont pas été publiés. Donc vraiment, je parle à l'échelle publique, mais sans doute que ça a dû passer, en tout cas pour les entreprises d'intérêt qui auraient pu être ciblées. Ok, dernier sujet, je voulais vous faire réagir au trophée de la femme cyber, puisque vous êtes membre du CEF6, Nariman, qui est à l'origine de ces trophées. Ça s'est passé le 10 décembre à Paris. Des femmes sont récompensées pour leur travail dans la cybersécurité. Vous voyez les choses évoluer, vous, Nariman, dans le secteur? Oui. Sur la mixité? Oui. Je pense qu'on va quand même dans une bonne direction. De plus en plus d'entreprises qui font aussi attention à cette parité au niveau de leur recrutement. Et puis, effectivement, le CEF6 est une association qui s'engage en faisant beaucoup de sensibilisation. On va auprès des écoles pour montrer qu'on peut être des femmes et qu'on peut faire de la cybersécurité. C'est de la sensibilisation, de la formation, du mentorat aussi de personnes, autant des étudiants que des femmes qui sont en parcours de reconversion. Donc voilà, les aider et les motiver à rejoindre. Je me souviens que Jérôme, vous avez publié un livre nous expliquant que justement dans la cyber, c'était pas des jeunes à capuche uniquement qui travaillaient. Il y a le sujet de la mixité, mais il y a le sujet même de pouvoir recruter des talents de partout, de toute origine, de tout profil finalement. Effectivement, il y a un enjeu très important sur la diversité des collaborateurs qu'on peut avoir, diversité de l'ensemble des points de vue finalement qui amène quelque chose, parce qu'on est aussi face à des attaquants qui eux-mêmes sont très divers, variés. Alors par contre chez les attaquants, il y a très peu de femmes, en tout cas ce qu'on peut voir dans les différentes arrestations. Je ne vais pas leur demander d'amener la parité, on va laisser tranquille les attaquants. En tout cas, nous on y travaille tous et je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. On va d'ailleurs côté Wavestone on va essayer de mettre une pierre en plus à l'édifice. Je fais un petit teaser pour janvier. On va lancer un prix justement de l'entrepreneuse en cybersécurité conjointement avec votre confrère des Échos. On va annoncer ça en janvier. Vous l'avez en avant-première aujourd'hui. On donnera plus de nouvelles. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup Nariman Lavé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous travaillez pour Filigrane et Jérôme Billois pour Wavestone. Merci également. Allez, à suivre donc l'actu des cryptos. Pour terminer cette édition, on va regarder ce qui se passe du côté des cryptos et puis aussi ce qui s'est passé avec Laurent Ouvion. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur innovation du groupe DLPK et puis le nouveau président de l'ADAN qui rassemble donc cet écosystème du Web3. Alors on commence avec un bilan 2024. On est quand même pratiquement à la fin de l'année. Quels ont été selon vous les faits marquants dans le secteur? Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que tout le monde a un peu tendance à faire un focus sur l'explosion du Bitcoin et le franchissement de la barre des 100 000 euros, mais il ne s'est pas passé que ça. Il s'est passé beaucoup de choses déjà aux États-Unis, avec en début d'année le lancement des ETF américains qui ont effectivement donné qui ont sonné le départ de la montée des cours des cryptos, notamment de Bitcoin. Et puis l'année s'est terminée presque avec les élections américaines. Alors, je ne vais pas faire de focus particulier sur l'élection de Trump, mais il faut regarder un petit peu plus largement ces élections et se rendre compte que énormément d'élus, que ce soit au Sénat ou au Congrès, sont des élus pro-crypto, ou en tout cas qui ont clairement pris position en faveur du développement de l'écosystème et d'une réglementation un petit peu plus souple, un petit peu plus claire. Donc c'est un virage assez récent finalement. C'est un virage assez récent parce qu'on a aux États-Unis, on a un président de la SEC, Gary Gensler, qui était
clairement totalement hostile à l'idée des cryptos et du secteur économique naissant. Et là, on sent vraiment un changement, un retournement de situation. Et puis, dans l'entourage direct du futur président, on a quand même un vice-président qui est ouvertement pro-crypto depuis des années et Elon Musk, qu'on ne présente plus et qui lui aussi, au travers de certains tokens comme le Doge et autres, a déjà pris des positions très très favorables à destination des cryptos. Donc ça libère un petit peu les... aussi de Donald Trump de nommer un tsar des cryptos et de l'IA. Exactement, mais aussi des cryptos. Tout à fait. Et puis la volonté de constituer une réserve en Bitcoin. Donc tout ça aux États-Unis déclenche énormément de choses. Et puis par voie de ricochet, on a des États qui ont commencé à évoquer la possibilité de faire des réserves en crypto. Et des élus ont pris la parole au Parlement européen. Il y a eu des prises de parole en Allemagne au Bundestag sur la même idée de se dire peut-être que nous aussi en Europe, il faudrait qu'on s'intéresse à Bitcoin et qu'on en fasse nous aussi une réserve de valeur et une réserve stratégique. Donc ça contribue en tout cas à légitimer un peu plus Bitcoin et les actifs numériques. Alors justement, si on se projette en 2025, on a beaucoup parlé du règlement MiCA, donc qui va entrer en vigueur là au 1er janvier. 1er janvier. Alors ça a commencé en France parce que le règlement MiCA s'appuie beaucoup sur la réglementation française et on a en France là aussi, si on fait le bilan, 3 acteurs, SG Forge, De Bloc et Goin très, très récemment, qui ont obtenu le fameux agrément enseignement PSAN qui viendra PSCA et qui permettra à ces acteurs français, grâce à MiCA, d'opérer dans toute l'Europe sans avoir à se faire enregistrer ou agréer au niveau des différentes juridictions. Et il y a énormément d'acteurs qui sont français, qui sont en attente de cet agrément et donc ça va démultiplier là encore la visibilité des acteurs et le business pour ces acteurs-là. Donc très positif. Vous vouliez aussi nous faire un petit retour sur les levées de fonds et l'intérêt des investisseurs. Parce qu'on avait connu une année 2023 très 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 dure pour les startups et effectivement on se rend compte que la concurrence américaine qui est en train de se mettre en place, la réglementation qui permet d'offrir un cadre extrêmement clair en Europe mais qui a quelques contraintes et donc quelques coûts, il y en avait une espèce de difficulté parce que d'un côté il fallait monopoliser beaucoup de ressources et de l'autre les fameuses ressources étaient un peu coupées et puis là on a vu en fin d'année avec Cryptown, avec Bitstack des levées de fonds assez conséquentes de plusieurs millions d'euros. Donc oui, les investisseurs reviennent, se réintéressent au secteur. C'est un peu normal compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, mais ça fait plaisir de le constater, surtout pour les acteurs français. Donc vous êtes plutôt très optimiste là sur l'année 2025 pour le marché des cryptos ? Alors plutôt optimiste, il y a encore pas mal de défis à relever. Y compris pour les acteurs français ? Y compris pour les acteurs français, parce qu'ils vont pouvoir rayonner au niveau européen. Alors après, oui, est-ce qu'un acteur franco-français sera en mesure à long terme de concurrencer des acteurs américains mondiaux ? On a plutôt envie de penser que oui, parce que nos marchés européens ont quand même des spécificités dans leur approche. Donc il y aura de la place pour les acteurs français, surtout qu'ils sont là depuis très longtemps pour certains. Ils sont extrêmement solides dans leurs produits, dans leurs services. Et puis maintenant, avec la réglementation, ils auront une lecture très claire et pourront aussi s'associer avec des acteurs traditionnels qui, eux, continuent de prendre un petit peu de retard, mais ils seront ravis de pouvoir s'associer avec les acteurs français pour développer le marché des cryptos. Laurent, merci de terminer avec cette note positive. Merci Laurent à vous. Auvion, je rappelle que vous êtes le nouveau président de la DAN. Et puis merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, l'émission que vous suivez sur la chaîne Be Smart for Change. Vous nous suivez également en podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech. Ce sera sans doute en 2025 quand même maintenant.